Je suis toujours en retard. Bonjour à tous et bienvenue, je m'appelle Manuela, je suis italienne et je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle nous allons faire un récap de toutes mes lectures du deuxième trimestre de 2022. Donc nous allons parcourir ensemble tous les livres que j'ai lus au mois d'avril, au mois de mai et au mois de juin. Alors, comme je vous le disais dans l'intro, je suis un peu en retard au sens où, évidemment, c'est des livres que j'ai lus il y a plusieurs mois, ça commence à dater un petit peu. Il serait temps de faire déjà le récap du troisième trimestre, mais peu importe, j'ai accumulé un peu de retard parce que, comme vous le savez, cet été, j'ai publié plutôt des contenus liés à la saison. J'ai publié des vidéos justement avec des conseils de lecture pour l'été, des vidéos dans lesquelles je vous montrais les livres que j'avais mis dans ma valise des vacances, enfin bref, des choses plus liées à la saison. Bref, peu importe. Alors, vous verrez qu'il n'y a pas énormément de livres, comme vous le savez, parce que je le dis assez souvent, voilà, j'ai un problème de manque de temps à consacrer à la lecture. C'est un peu un paradoxe, c'est dommage, c'est un problème pour moi, mais bon, voilà, c'est comme ça, il faut faire avec ce qu'on a, on fait au mieux avec ce qu'on a. Et les mois en question ont été des mois particulièrement chargés, particulièrement intenses, beaucoup trop chargés d'ailleurs du point de vue du travail au bureau. Cela dit, commençons tout de suite. Le premier livre que j'ai lu dans le deuxième trimestre est Anna Karénine de Tolstoï. En fait, je l'avais déjà commencé dans le trimestre précédent pour être complètement sincère, mais voilà, j'ai complété la lecture de ce roman au mois d'avril. Alors, quoi dire et par quoi commencer? Je peux vous dire tout de suite que ce n'est pas une lecture que j'ai adorée, ce n'est pas un livre que j'ai spécialement apprécié, mais bon, on va en parler, on va nuancer un petit peu. Je peux commencer aussi par vous expliquer pourquoi j'ai décidé de lire ce livre. En fait, vous le savez peut-être parce que j'en avais parlé en début d'année, je ne connais pas du tout en fait la littérature russe. C'est quelque chose qui manque dans ma culture littéraire générale. Donc voilà, en début d'année, je m'étais dit qu'en 2022, je voulais commencer à découvrir un petit peu la littérature russe, les grands auteurs, les grands romans russes. Et c'est dans le cadre de cet objectif, si l'on veut, que j'ai choisi de lire ce livre. Alors, résultat des courses, je suis très contente de l'avoir lu précisément parce que c'est un livre qui est un grand classique de la littérature russe et universelle. C'est considéré comme un chef-d'œuvre par beaucoup de spécialistes et beaucoup de lecteurs. Donc voilà, c'est toujours bien de l'avoir lu, c'est toujours important pour moi de le connaître, etc. Or, comme je le disais, je ne peux pas dire que c'est une lecture que j'ai adorée. C'est un livre qui m'a paru ennuyeux dans certaines parties, dans certains chapitres en particulier. Donc il y a vraiment des parties qui m'ont carrément ennuyée. C'est pour ça que c'est un livre que je suis contente d'avoir lu a posteriori, mais ce n'est pas un livre qui m'a donné une belle expérience de lecture. Non, c'est plutôt un livre que je suis contente d'avoir lu après coup, mais voilà, qui me tombait un peu des mains parfois. Ça, c'est pour vous donner, voilà, mon impression, ma sensation à moi. Quelques mots sur le livre en soi. Alors, Tolstoï a fini d'écrire ce livre en 1877 et l'époque de rédaction, l'époque d'écriture correspond à l'époque où se déroulent les faits, c'est-à-dire que l'histoire racontée dans le livre se situe au 19e siècle et dans la deuxième moitié du siècle en particulier. C'est une grande fresque, c'est un portrait de la société russe de cette époque-là et en particulier des couches les plus haute de la société russe. Anna Karénine, qui donne le titre au livre, est une des protagonistes, mais elle n'est pas la seule protagoniste. Donc le titre du livre pourrait nous faire penser que tout le livre est construit autour de la figure de cette femme, alors que ce n'est pas le cas. Elle est très importante, bien évidemment, c'est l'une des protagonistes, mais il y a d'autres protagonistes, d'autres couples de protagonistes, et notamment un personnage masculin qui s'appelle Levin, qui est très très important dans le livre et qui serait aussi comme une espèce d'alter ego, de double de l'auteur, ou tout du moins l'auteur aurait mis dans ce personnage pas mal d'éléments qui correspondent à sa vie réelle, à sa mentalité réelle, à ses valeurs à lui, etc. Au niveau des sujets, alors c'est un livre qui aborde beaucoup de sujets. Il est question ici, bien évidemment, d'amour, de passion, de mariage, de fidélité, d'infidélité. Il est question
de foi et d'athéisme, de religion, donc beaucoup. Il est question de ville et de campagne et de style de vie urbaine et de style de vie paysanne. Il est question aussi beaucoup de modernité, de progrès. Enfin bref, il y a plein de sujets qui sont traités dans ce livre par rapport à l'amour qui est voilà, un des sujets évidemment les plus importants. Il y a la description de plusieurs types d'amour, de plusieurs déclinaisons possibles si l'on veut de l'amour, et on part voilà, de l'amour passionnel, de l'amour en dehors du mariage, de l'amour infidèle qui est précisément celui d'Anna Karénine avec Vronsky, voué à l'échec, voué à la tragédie, à la catastrophe. Il y a aussi un type d'amour plus pur, plus sacré, qui est celui qui se trouve dans le mariage heureux. Il y a bien évidemment aussi la description de mariage malheureux, hypocrite, etc. Enfin bref, il y a plusieurs déclinaisons possibles de la passion amoureuse. La structure présente souvent des oppositions. Donc on retrouve cette construction dans la manière d'aborder, de décrire, de construire les personnages, et puis on la retrouve aussi dans la manière de présenter certaines valeurs et certains sujets. Donc voilà, par opposition, comme je le disais à l'instant, campagne, ville, fidélité, infidélité, amour passionnel et amour du mariage, religion, foi et athéisme. Voilà, donc c'est un roman évidemment foisonnant du point de vue des personnages, des histoires, de la trame et tout ça. Mais malgré ça, c'est un roman qui m'a un peu ennuyée. Puisque j'ai écouté pas mal de vidéos, pas mal de conférences après avoir lu le livre, j'ai pu mieux comprendre certaines choses, j'ai pu mieux interpréter certains éléments du roman, et tout ça c'est très important, surtout avec des textes si complexe. C'est très important d'avoir quelques clés de lecture, et donc effectivement le fait d'avoir écouté des cours donnés par des spécialistes, j'ai cherché ça sur internet, hein, ça a pu me permettre voilà, de mieux saisir certaines choses, mais malgré tout, encore une fois, voilà, ça n'a pas été une expérience de lecture spécialement agréable pour moi. Bien évidemment, je vais essayer de continuer ma découverte des auteurs russes, mais voilà, je le ferai tranquillement. Là pour l'instant je fais une pause, je suis passée à autre chose, je laisse les Russes de côté pour l'instant, mais bien sûr je vais y revenir. Une petite précision, mais c'est toujours important pour moi voilà, de faire ce genre de précision. Justement, j'ai lu Anna Karénine dans une version italienne, donc je ne sais pas comment la traduction française rend ce texte. Voilà, moi je l'ai lu en traduction italienne. Le deuxième livre que j'ai lu est un livre encore une fois en italien, mais cette fois-ci l'original est vraiment italien. Un livre qui s'appelle Coco Chanel, una donna del nostro tempo de Annalita Briganti. Annalita Briganti est une journaliste et une autrice. Donc voilà, comme ce livre n'existe pas en traduction française, je ne vais pas m'éterniser plus que ça. Bien évidemment, c'est un livre sur Coco Chanel, dans le cadre d'un projet plus vaste de cette autrice qui a déjà publié plusieurs livres justement sur des femmes importantes du XXe siècle, des femmes qui ont marqué d'une manière ou d'une autre leur époque, leur milieu, et qui ont eu un rôle important justement, que ce soit dans l'économie, que ce soit dans la culture, etc. En fait, il s'agit d'une relecture. J'avais déjà lu ce livre parce que j'avais interviewé l'autrice justement ici sur ma chaîne, mais au mois de mai, j'ai organisé et j'ai animé une présentation dans une librairie ici à Paris justement avec cette autrice et autour de ce livre. Donc voilà, pour me préparer pour cette présentation, pour préparer mon interview, j'ai relu ce livre que j'avais déjà lu quelques mois plus tôt. Donc voilà. Le troisième livre est un livre qui s'appelle, dans la traduction française, Un amour de Dino Buzzati. Encore une fois, c'est un livre que moi j'ai lu dans l'original italien, mais cette fois-ci le livre est traduit en français, il est disponible en français. Dino Buzzati est un auteur important du XXe siècle italien, et c'est un auteur que je ne connaissais pas du tout. Alors peut-être que j'avais lu quelque chose de cet auteur au collège, mais voilà, ça fait très longtemps éventuellement et j'en suis même pas sûre. Donc j'avais envie de redécouvrir, ou plutôt de découvrir cet auteur important de la littérature italienne. J'ai voulu commencer par ce livre parce que voilà, la trame m'intéressait, parce que le titre m'intéressait aussi, et donc voilà, j'ai commencé par celui-là. C'est une belle lecture, c'est un livre qui vaut la peine.
même si dans ce cas-là non plus, c'est pas une lecture qui m'a bouleversée plus que ça, voilà, pas du tout. L'histoire se déroule à Milan dans les années 60. Nous avons un protagoniste qui est un homme qui tombe amoureux d'une fille beaucoup plus jeune et qui est une prostituée. Et dans ce livre, nous avons donc la description des mécanismes psychologiques qui parcourent cet homme au moment où il tombe amoureux de cette fille, au moment où il perd complètement la tête pour cette fille. Donc c'est un amour fou, c'est un amour illogique, c'est un amour qui lui fait perdre la raison, qui lui fait perdre le bon sens, qui lui fait perdre ses points de repère et surtout qui lui fait perdre sa dignité. Vraiment pendant la lecture, des fois on aurait envie de le secouer, de lui dire mais arrête, réveille-toi, ouvre les yeux. Ça nous fait vraiment cet effet-là. Et donc c'est pour ça que cette description est très efficace. C'est très bien décrit, c'est très bien expliqué. Du point de vue du style, c'est un style assez particulier. Par moments, il y a une écriture qui fait penser un peu au flux de conscience. Il y a une utilisation assez particulière de la ponctuation. Une utilisation en fait assez réduite. Il y a des passages où il y a très peu de ponctuation. Bon voilà, donc il y a des choses intéressantes dans la trame, dans l'analyse psychologique, et aussi dans le style, mais ce n'est pas une écriture qui me bouleverse, ce n'est pas un livre qui a changé ma vie de lectrice, voilà, loin de là. Le livre suivant est un livre d'une autrice française, Le jeune homme d'Annie Ernaux. Alors, c'est bien, ça me fait plaisir de vous parler de cette autrice en ce moment parce que vous le savez, elle est lauréate du prix Nobel de littérature 2022, donc voilà, c'est une très belle nouvelle, bien évidemment, pour la littérature française et pour ceux qui aiment cette autrice. Moi, j'en fais partie, vous le savez certainement parce que je vous en parle tout le temps, je vous parle très très souvent de cette autrice qui a une écriture que j'adore. J'ai lu beaucoup de ses livres, pas tous, mais quand même je connais assez bien son œuvre. Elle a une conception de l'écriture que j'adore, qui correspond exactement à ce que j'aime, à ce que je recherche dans les livres et dans l'écriture. Elle aborde des sujets qui me sont chers, des sujets qui sont importants pour moi, dans lesquels je me reconnais et que je trouve particulièrement importants, particulièrement touchants. Et donc voilà, Le jeune homme, c'est le dernier livre de cette autrice que j'ai lu. C'est un livre très récent, hein, parce qu'il a été publié au mois de mai. Alors c'est un tout petit livre vraiment qui se lit très très vite. En quelques pages, à la première personne, Annie Ernaux raconte une relation vécue avec un homme de 30 ans de moins qu'elle. Alors, je dois vous avouer que ce n'est vraiment pas le livre d'Annie Ernaux que j'ai préféré, loin de là, c'est même peut-être celui que j'ai le moins aimé, et encore, voilà, faudrait que je reparcours tous ces livres, tous les livres au moins que j'ai lus avant de dire une phrase si définitive, mais bon, c'est vraiment pas ma lecture préférée de cette autrice. Par contre, il y a un exergue qui vaut à lui tout seul un livre en fait. L'exergue dit « Si je ne les écris pas, les choses ne sont pas allées jusqu'à leur terme, elles ont été seulement vécues. » Alors je trouve que là, nous avons une déclaration de poétique absolument parfaite. Et c'est exactement ça que j'aime dans son écriture. Cette conception de l'écriture complètement mélangée à la vie, au point même de considérer que les choses qu'on vit ne sont pas allées jusqu'à leur terme tant qu'on ne les a pas écrites. C'est exactement ça l'écriture qui me plaît, c'est exactement ça que je cherche dans les livres. Donc voilà, j'adore l'exergue de ce livre qui est un chef-d'œuvre à lui tout seul en fait, voilà. Le livre suivant est Solo è il coraggio, Giovanni Falcone, il romanzo de Roberto Saviano. Alors là, c'est un livre que j'ai lu en italien, qui n'existe pas encore en traduction française pour ce que j'ai pu voir. Hein. Si je me trompe, dites-le moi dans les commentaires, mais voilà, j'ai fait des recherches sur internet, je n'ai pas trouvé de traduction française de ce livre. En revanche, bien évidemment, d'autres livres de cet auteur sont traduits en français, donc si vous voulez le lire, vous pouvez. C'est un auteur qui est très intéressant, c'est un intellectuel important en Italie. À partir du moment où il a publié Gomorra, ce livre qui décrit
et qui dénonce certains mécanismes de la Camorra, qui est une association criminelle italienne. La vie de l'auteur a changé parce qu'à partir de la publication de ce livre, il vit sous protection policière. Et donc pour revenir à ce livre qui, lui, apparemment n'est pas traduit en français, pas encore, alors il s'agit d'un livre qui raconte la vie de Giovanni Falcone. Giovanni Falcone est un juge qui a lutté toute sa vie contre la mafia, justement. C'est pour ça que ce livre est très intéressant, que moi je l'attendais et que j'étais curieuse de le lire parce que je voulais lire l'histoire de ce juge antimafia italien, Giovanni Falcone, à travers les mots et à travers les yeux de Roberto Saviano, qui lui-même vit une situation très particulière parce que, comme je vous le disais à l'instant, il vit sous protection policière à cause d'un livre qu'il a publié et qui dénonce justement la Camorra, non? Donc voilà, le livre est en effet assez intéressant. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus parce que vous ne pouvez pas le lire en français pour l'instant, mais voilà, encore une fois, si vous êtes curieux, si cet auteur vous intéresse, vous pouvez bien sûr lire les autres livres de Roberto Saviano qui sont traduits en français. Ensuite, j'ai lu un livre qui s'appelle L'eau de toutes parts de Leonardo Padura. Leonardo Padura est un auteur cubain. Moi, en l'occurrence, j'ai lu la traduction française de ce livre, que je n'ai pas lu donc en espagnol. Leonardo Padura est un auteur que j'accompagne souvent en tant qu'interprète. Et donc c'est pour ça que j'ai lu ce livre qui m'a été envoyé par Métellier, qui est la maison d'édition qui publie ici en France cet auteur cubain. Alors, le livre en soi, voilà, je ne l'ai pas adoré. Pareil, l'expérience de lecture a été par moments assez ennuyeuse pour moi. En revanche, ce qui est très intéressant, c'est le sujet qui est abordé dans ce livre. Il s'agit d'un livre qui est en fait un recueil d'articles, de textes différents, d'essais sur la cubanité, sur le fait de vivre et d'écrire à Cuba. Et ça, ce sujet est très intéressant. Et il n'est pas juste intéressant, mais c'est un sujet qui revient tout le temps dans les livres et dans les présentations de cet auteur. Dans les présentations, il parle toujours de ce sujet-là, qui est évidemment quelque chose qui lui tient à cœur, qui est quelque chose évidemment qui marque sa vie et qui marque sa production littéraire. Ça ne serait pas le même homme, ça ne serait pas le même auteur s'il ne vivait pas à Cuba et s'il n'écrivait pas à Cuba. Voilà, c'est un auteur que vous pouvez découvrir, il a énormément écrit, hein, donc vous trouvez beaucoup de livres de cet auteur traduits en français chez Métellier. Et puis voilà, le dernier livre que j'ai lu est celui-là, La fille que ma mère imaginait d'Isabelle Boissard. Alors ça, c'est une lecture très agréable, un livre bien sûr que je vous conseille, qui se lit vite et facilement. Alors je vous lis une partie de la 4e de couverture. Dans son journal intime, elle consigne son quotidien confortable et futile quand sa mère a un accident. Ressurgissent alors leurs origines modestes, le décès de son père lorsqu'elle était enfant, le déracinement social. Elle tire à bout portant sur la sentence « si on veut, on peut ». Alors, pourquoi j'ai eu la possibilité de lire ce livre? En fait, je l'ai lu parce que je l'ai reçu par Pocket, la maison d'édition qui l'a publié. En fait, au mois de mai, j'ai accompagné Daniela Raimondi, qui est une autrice italienne, qui est l'autrice notamment d'un roman que j'ai traduit en français. Le roman s'appelle, dans la traduction française, Le sortilège de Stellata. Donc voilà, c'est un livre bien évidemment que je vous conseille de lire parce que je l'ai traduit. Bref, Daniela Raimondi venait à Paris pour présenter l'édition de poche de son roman en français. Et lors d'une présentation, donc je l'ai accompagnée en tant qu'interprète. Et dans cette présentation, il y avait 2 autres autrices. Et une de ces autrices était Isabelle Boissard qui présentait ce livre justement. Donc voilà, la maison d'édition a eu la gentillesse de m'envoyer les livres des autres autrices qui étaient présentes. Et donc dans la foulée, voilà, j'ai lu ce texte, encore une fois, qui se lit vite, facilement, et qui est une lecture agréable. Vraiment, je signale en particulier un travail intéressant qui est fait sur la langue. C'est une écriture qui joue avec les métaphores, qui joue avec les mots, avec les doubles sens, et le résultat est plutôt réussi, je vais dire. Alors, le risque est celui de tomber un peu dans l'effet facile, ça arrive un petit peu, mais en général c'est réussi. Une écriture fluide qui nous permet de voir le revers de la médaille des situations, des dialogues, etc. Donc voilà, c'est très intéressant.
une lecture agréable. Bah voilà, c'est tout pour mes lectures du deuxième trimestre de 2022. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un j'aime et surtout abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Puis évidemment, laissez-moi vos commentaires ci-dessous. Je serai vraiment contente de savoir quel livre vous êtes en train de lire en ce moment. Et puis aussi, dites-moi si vous avez lu, si vous connaissez quelques-uns des livres que j'ai mentionnés dans cette vidéo, notamment Anna Karenine, bien sûr, qui est un grand classique, donc j'imagine que beaucoup de lecteurs l'auront lu et que peut-être certains auront une idée, une opinion différente par rapport à la mienne. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez d'Anna Karenine, pourquoi vous l'avez aimé, si vous l'avez aimé. Nous on se retrouve très vite avec la prochaine vidéo. Bisous.